On est déjà rendu à la dernière séance de la soirée, donc j'ai le plaisir d'accueillir Dr. Alexandra Sebastianelli. Je tiens tout d'abord à la remercier tout particulièrement puisqu'elle nous rejoint en direct de l'Afrique du Sud. Elle est présentement à une conférence internationale, mais elle tenait absolument à participer à notre événement de ce soir et de vous partager et démystifier en fait la ménopause chirurgicale, pardon. Donc, ce soir, Dr. Sébastien Ali abordera ce sujet-là qui est trop peu parlé, la ménopause chirurgicale. Donc, on sait que gérer la ménopause pendant et après un traitement contre le cancer de l'ovaire est un véritable défi. Il s'agit souvent d'un effet secondaire dont les patientes ne sont pas au courant avant d'en ressentir les symptômes. Le manque d'informations fiables et de sensibilisation à ce sujet est frustrant. Donc, lors de cette séance ce soir, nous allons discuter de différents symptômes de la ménopause chirurgicale et des stratégies pour les gérer. Pour celles qui ne la connaissent pas, Dr. Sébastianelli est une gynéco-oncologue expérimentée qui exerce au CHU de Québec, Hôtel-Dieu de Québec depuis 2010. Dr. Sébastianelli joue un rôle clé dans la formation et l'enseignement des futurs médecins. Elle est directrice du programme de fellowship en oncologie gynécologique à l'Université Laval et professeure associée à AMCEL au département d'obstétrique et gynécologie de la même université. Elle a également contribué de manière significative à la Société des gynécologues oncologues du Canada, où elle a été membre du comité des lignes directrices de 2012 à 2021. Et elle est présidente de ce comité de 2019 à 2020. Actuellement, elle préside le regroupement des gynécologues oncologues du Québec et est responsable du cours MED 1, 2, 2, 3 sur le système reproducteur féminin à l'Université Laval. En plus de ses responsabilités académiques, Dr. Sebastianelli est investigatrice principale et co-investigatrice de plusieurs protocoles de recherche de phase 2 et 3 au CHU de Québec. Donc, c'est un CV très complet. Donc, on sait qu'elle a vraiment un bagage d'expertise à nous partager ce soir. Donc, Dr. Sébastien Ali, merci beaucoup de vous joindre à nous ce soir. Et voilà, je vous laisse la place, je vous laisse la parole. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend super bien. Parfait. Bonsoir à tous. Alors, merci de me recevoir. Il est 3 heures du matin à Cape Town actuellement et ben, c'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, j'ai décidé de faire ce soir une conférence qui était vraiment dans l'ordre, la même façon un peu que j'aurais en dialoguant avec mes patientes dans mon bureau. Je dis tout le temps, ce que j'ai de plus précieux à l'hôpital, c'est les patientes. Alors, je vais essayer de vous partager un peu de ma passion de ma passion et de l'amour que j'ai pour ma profession et de toutes les femmes dont je peux m'occuper. Alors, j'ai vu mon reflet dans la caméra et je note que je ne suis pas maquillée et que j'ai très peu dormi. Alors, vous comprendrez pourquoi j'ai choisi l'oncologie et non pas l'obstétrique, parce que la nuit, je pense que c'est fait pour dormir. Alors, merci beaucoup de cette généreuse introduction. J'ai été presque un peu essoufflée d'entendre ce que vous aviez dire de moi. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, ce soir, effectivement, l'objectif, ça va être de parler de la ménopause chirurgicale, oui, mais surtout de la gestion de la ménopause quand on a été diagnostiqué d'un cancer gynécologique. Et surtout, ben, dans les choses importantes que je dois vous dire, c'est que vous comprendrez que je ne peux pas discuter de cas par cas ce soir pour des raisons de confidentialité, pour des raisons médico-légales aussi. Tu sais, je peux pas dire moi, dans ma situation, telle chose. Je peux prendre des questions d'ordre général. Si vous avez des questions spécifiques à votre santé, le plus important, ça va être de parler à votre médecin spécifiquement. Aussi, c'est très important ce soir, je vais vous parler de généralité. Il y a toujours des exceptions. Puis quand on va parler de traitement qui vise la ménopause, ça va toujours être une question de discussion de risques, bénéfices et options.
Puis c'est sûr que dans certaines situations, on va dire que oui, par exemple, les hormones, ça serait contre-indiqué dans telle ou telle situation. Mais ça se peut qu'il y a des patientes qui arrivent, qu'il y a des femmes qui disent, ben moi, après avoir discuté avec mon médecin, on a décidé quand même de me prescrire des hormones parce que j'ai compris, tu sais, on a décidé, mon médecin et moi, que les avantages outrepassaient les risques. Alors ça, c'est très important. Donc ce soir, je vous présente des généralités, mais c'est sûr que le fin détail de chacune des situations est vraiment décidé par la femme avec la relation qu'elle a avec son médecin. Alors, pour commencer, je vous rappelle un peu les principales hormones qu'on a dans notre cycle menstruel. Donc, vers quand on commence à avoir nos règles, là, généralement 12 et, euh, entre 12 et 14 ans en moyenne. Ben, ce qui s'introduit, c'est le cycle menstruel, hein. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que on va se mettre à produire avec nos ovaires des ovules et de façon cyclique, on va produire de l'estrogène. L'estrogène, c'est l'hormone que j'appelle l'hormone un peu engrais. C'est l'hormone qui va faire pousser, donc toutes les hormones sont produites par les ovaires et c'est l'endomètre, donc l'intérieur de l'utérus, qui va répondre à ces hormones-là. Donc, l'estrogène va tranquillement faire pousser l'intérieur de notre utérus, donc l'endomètre. Et à un moment donné, il va avoir une montée progressive de la progestérone. Si jamais il y avait fertilisation de l'ovule par un spermatozoïde, ben là, l'embryon va se mettre à sécréter de la progestérone, ce qui va faire en sorte que les règles ne reprendront pas. Mais s'il n'y a pas de fécondation, les taux de progestérone vont descendre, puis ça va envoyer un signal comme de quoi qu'il faut mettre fin à ce cycle-là. Donc, les artérioles au niveau de l'endomètre vont se contracter, l'endomètre va se détériorer, puis éventuellement, on va avoir nos menstruations. OK? Donc, ces hormones-là, ce sont celles qui font en sorte qu'on a nos caractéristiques féminines. C'est pour ça qu'on est si belle. Évidemment, je pense que les femmes sont les plus belles au monde. Ceci dit, c'est ce qui fait qu'on a, c'est ce qui fait qu'on a des seins, c'est ce qui fait qu'on a la taille fine puis les hanches plus développées pour être en mesure de recevoir un bébé. C'est ce qui nous permet d'avoir des enfants. Ces hormones-là aussi nous protègent contre la démence et vont protéger notre système cardiovasculaire. Donc, les femmes, jusqu'à l'âge de la ménopause, on a vraiment un avantage par rapport aux hommes en ce qui a trait à la maladie cardiovasculaire, donc infarctus, AVC, tout ça. Mais après la ménopause, on va rejoindre le risque des hommes et ça va devenir pire encore si on a des habitudes telles que le tabac, ou l'alcool, ou si on a un taux de cholestérol élevé. Donc, à ce moment-là, on va rejoindre les taux de mortalité des hommes après la ménopause, d'autant plus si on a des facteurs de risque là, de mauvais développement en ce qui concerne la santé cardiovasculaire. OK? La ménopause, euh, la ménopause naturelle, ça se définit par une perte progressive de ce cycle-là et éventuellement, ça va se présenter par on va définir la ménopause comme une absence de règles depuis 12 mois. OK? Donc, quand on n'a plus nos règles depuis 12 mois, avec les symptômes qui viennent avec, naturellement, le symptôme le plus commun qu'on voit, c'est les bouffées de chaleur. Ben, c'est ce qui va définir, c'est ce qui va définir la ménopause. OK? Euh, la physiologie de la ménopause, dans le fond, ce qui arrive, c'est que à l'enfance, en fait, quand on vient au monde, on a un nombre prédéterminé dans nos ovules d'ovulation qui sont prévus. Et malheureusement, en fait, c'est la vie, je ne sais pas si on doit dire malheureusement, mais la vie étant ainsi faite, ce cycle-là, il est fait pour s'arrêter éventuellement. Il est fait pour s'arrêter, pour empêcher qu'on cumule des erreurs génétiques dans nos ovules. Et si on continuait d'essayer d'avoir des enfants au-delà de ça, ben, ce qui arrive, c'est que nos ovules ont accumulé beaucoup d'erreurs génétiques, puis le risque de mettre au monde des enfants anormaux est vraiment là, beaucoup, beaucoup plus élevé. Donc, c'est pour ça qu'éventuellement, notre corps met fin à notre cycle reproducteur. OK?
L'âge moyen de la ménopause, c'est 51,4 ans. Donc, à 51,4, là, c'est là qu'on sait que c'est vraiment l'âge moyen. L'âge normal de la ménopause, donc c'est normal et attendu d'avoir notre ménopause entre 45 et 55 ans. Actuellement, j'ai 48 ans. Plus je prends un an par année, je réalise à quel point avoir sa ménopause à 45 ans, c'est tôt. Je vous informe en grande pompe que la mienne n'est pas encore arrivée et je suis pas tant pressée. Ceci dit, il y a espoir d'avoir quand même une belle vie après la ménopause, puis c'est de ça qu'on va discuter. OK? Euh, c'est anormal d'avoir notre ménopause avant 45 ans et largement anormal d'avoir notre ménopause avant 40 ans. OK? Pour les femmes qui ont des ménopauses avant 40 ans, ben c'est sûr qu'il y a toute une série d'investigations euh, qu'on doit faire pour tenter d'expliquer pourquoi on a notre ménopause avant l'âge de 45 ans. OK? Généralement, la ménopause naturelle, c'est un changement progressif. Donc, c'est-à-dire que ce que les femmes vont vivre, certaines d'entre vous vont avoir vécu une ménopause naturelle, avoir eu un diagnostic de cancer, puis avoir dû subir une chirurgie plus tard. On va adresser cette situation-là dans quelques instants. Donc, habituellement, dans la ménopause naturelle, c'est-à-dire que c'est un changement qui se fait progressivement. Donc, on va parler de préménopause. La préménopause, c'est la période de 2 à 5 ans avant la ménopause. C'est le moment où nos ovaires commencent à s'essouffler un petit peu. Puis des fois, on a une petite bouffée de chaleur un peu passagère. On essaye de se convaincre que c'est parce qu'il fait plus chaud, parce qu'on a pris un verre de vin, et que c'est pas ça qui s'en vient. Mais la vérité vraie, c'est que des fois, c'est des signes annonciateurs. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la préménopause. Donc, les 2 à 5 ans avant la ménopause. Et la périménopause, c'est la période qui englobe la préménopause et les 2 ans qui vont suivre formellement la ménopause. OK? Euh, il y a un grand mythe, là, celui qui dit, là, il y a plein de femmes qui vont dire, ah, moi, ma mère, moi, j'ai eu aucun symptôme de ménopause. Mesdames, je vous informe tout de suite que ça, c'est la même chose que toutes celles qui disent que leurs bébés ont fait leur nuit à 2 mois ou à un mois. Là, je veux dire, tout le monde dit ça, mais dans les faits, c'est jamais vrai. OK? Fait que tout le monde, de près ou de loin, va avoir eu une certaine forme de symptômes. Des fois, c'est plutôt moindre. Des fois, c'est très, très, très marqué. Puis une chose qui est très importante, peut-être que plusieurs d'entre vous n'ont plus leur utérus. Mais si jamais vous avez sûrement des femmes autour de vous qui, peu importe leur âge, donc je vous encourage à être euh, à vous faire pas des professeurs, mais des gens qui vont transmettre une information importante. Donc, c'est jamais normal après la ménopause d'avoir des saignements. OK? Nous, les femmes, une vie de temps, on a eu du sang dans nos bobettes, fait qu'on est habitué de se changer la serviette sanitaire. Puis, on n'explique pas assez aux femmes qu'une fois que notre ménopause est arrivée, quand ça fait un an qu'on n'a plus nos menstruations, si les saignements reprennent, c'est jamais normal, puis il faut consulter parce que ça peut être un signe de cancer de l'utérus. Donc, à votre tour de faire un brin d'enseignement, puis si vous entendez une cousine, une amie, une tante, une maman, vous dire Hey, j'ai eu un petit peu de temps, mais ça doit pas être grave. C'est peut-être pas grave, mais il faut consulter. Donc, ça, c'est mon petit message, là. Je fais de vous ce soir mes partenaires pour aller ouvrir les oreilles. Puis, si vous êtes dans un 5 à 7 en train de prendre un verre, passez le message comme ça, que c'est jamais normal de saigner après la ménopause. OK? Euh, on va parler de ménopause induite ou de ménopause non naturelle dans les situations suivantes, c'est-à-dire les femmes à qui on a chirurgicalement retiré les ovaires, c'est-à-dire qu'on a fait une opération puis on a enlevé les ovaires. Attention, les trompes de Fallope n'ont rien à voir avec la ménopause. Fait que, à se faire enlever les trompes, c'est pas ça qui crée la ménopause, c'est vraiment se faire enlever les ovaires euh, qui génèrent la ménopause. OK? Donc, quand on parle de
d'ovariectomie, de ménopause ou de castration chirurgicale, c'est vraiment le fait de mécaniquement retirer les ovaires. La plupart du temps, quand on fait face à une situation qui était suspecte ou confirmée de cancer, les trompes et les ovaires et souvent l'utérus vont tous avoir été enlevés au même moment. On peut aussi faire l'objet d'une castration chimique, c'est-à-dire, ou d'une ménopause chimique, c'est-à-dire prenons l'exemple de femmes qui auraient eu des cancers du sein induits par les hormones, pas par les hormones, mais qui sont hormonosensibles. Donc, ces femmes-là vont avoir souvent des médicaments pour empêcher les hormones de fonctionner, pour diminuer leur taux circulant d'hormones. Donc, effectivement, à ce moment-là, la castration chimique, donc ce sont des médicaments qui sont faits pour induire la ménopause. Il y a certaines femmes qui ont déjà eu, il y a certaines femmes qui ont déjà eu également de la radiothérapie. La radiothérapie, c'est extrêmement néfaste pour les ovaires, quelques traitements de radiothérapie. Et puis, comme dirait le bon Roger Brulotte, bonsoir, il est parti. C'est-à-dire que la fonction ovarienne va être terminée après quelques traitements de radiothérapie. OK? Il existe certaines maladies auto-immunes qui peuvent se présenter avec une ménopause sans qu'on ait perdu nos trompes et nos ovaires qui étaient plus tôt que prévu. Donc, des anticorps qui vont aller détruire la fonction ovarienne. Et dans certaines situations, il y a des femmes qui peuvent être ménopausées temporairement ou définitivement lorsqu'elles ont des maladies très graves. Par exemple, les femmes qui vont avoir des insuffisances rénales terminales ou les femmes qui font de l'anorexie très, très sévère. Donc, pour avoir nos règles, il faut qu'on ait un certain niveau de gras nécessaire. Quand les femmes sont trop, trop maigres, ben, il peut y avoir un arrêt des règles. Donc, toutes ces situations-là sont des situations qui vont donc être jugées comme des ménopauses dites non naturelles ou anormales. L'élément spécifique de la ménopause chirurgicale, c'est que elle est induite tout d'un coup après la chirurgie. C'est-à-dire que quand j'opère les patientes qui n'étaient pas ménopausées, que je les opère, je leur enlève les deux ovaires. Généralement, au moment où elles vont rentrer à la maison, donc 48, 72 heures plus tard, ben, c'est là que les symptômes vont commencer. Puis ça commence généralement pas mal drastiquement, contrairement à la ménopause chirurgicale, à la ménopause naturelle qui, elle, va s'installer progressivement. Là, il n'y a pas de période d'adaptation, c'est net frais de sec, puis ça va commencer tout d'un coup. OK. Euh, la question que je me fais poser déjà, c'est quand j'enlève les ovaires à une femme qui avait déjà plus de menstruation déjà depuis plusieurs années, par exemple, j'opère une femme pour un cancer d'endomètre ou pour une masse ovarienne qui avait, prenons par exemple 66 ans, puis elle me dit, est-ce que je vais être ménopausée après la chirurgie? Ben, en fait, vous l'étiez déjà, mais enlever les ovaires chez la femme qui avait déjà les critères de ménopause, ça peut faire en sorte que ça réactive des symptômes de ménopause qu'on n'avait plus. OK? Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des femmes qui vont me dire, Docteur Sébastien, je ne sais pas ce que vous m'avez fait, mais effectivement, j'ai recommencé à avoir des chaleurs, j'ai recommencé à avoir des sauts d'humeur, je dors moins bien que je dormais. Et la raison est pour laquelle, c'est que on sous-estime les ovaires d'une femme ménopausée. On les a longtemps traités comme des petits raisins secs qui avaient plus de fonction, mais c'est faux. L'ovaire d'une femme ménopausée sécrète encore un peu d'hormones, euh, moins qu'à l'âge reproducteur. Ils vont sécréter des estrogènes de plus faible niveau, puis un peu de progestérone. Fait que ce que ça fait, même quand j'opère des dames, même dans les 80, des fois, les femmes me disent vraiment, je sais pas ce qui se passe, on dirait que je revis une deuxième ménopause, puis c'est normal. Quand ça arrive, les symptômes vont durer généralement beaucoup moins longtemps que lors de la première ménopause, mais il en demeure pas moins que pour celles qui avaient eu pas tant de symptômes, des fois, là, c'est pas mal pire. OK? Euh, nuance entre trompe et ovaire. C'est sûr que ce soir, dans l'audience, il y a sûrement des femmes qui ont eu le cancer de l'ovaire. Vous savez que tous les cancers de l'ovaire ne sont pas pareils. Il y a les cancers séreux de bas grade qui sont, c'est une maladie qui a un comportement différent.
des cancers séreux de haut grade, des cancers endométrioïdes, de l'ovaire, des cancers à cellules claires. Donc, il y a vraiment là, différentes catégories de cancers de l'ovaire. Faut savoir, c'est que celui qu'on a typiquement tendance à appeler le cancer de l'ovaire, donc celui qu'on voit le plus souvent, le séreux de haut grade, celui qui se présente souvent de façon vicieuse, qui fait en sorte qu'on n'a pas de symptômes jusqu'à ce qu'on ait beaucoup de symptômes, soit parce qu'on a de l'acide, soit parce qu'on a mal au ventre. Puis là, ils nous trouvent des implants de cancer un petit peu diffusément dans l'abdomen. Celui-là, on l'appelle cancer de l'ovaire, mais dans les faits, il prend naissance dans les trompes de Fallope, vraiment dans le petit bout, là, dans les petites fimbriers des trompes de Fallope. Les trompes, hein, qui sont les petits tuyaux qui permettent de transférer l'ovule de l'ovaire jusque dans l'utérus. Donc, ce sont les trompes de Fallope. Donc, quand on fait de la chirurgie de réduction du risque de cancer de l'ovaire, imaginons que je suis porteuse d'un gène BRCA et que je n'ai pas encore un âge critique, mais je suis quand même inquiète parce que ma mère a fait un cancer de l'ovaire plus tard, plus, tu sais, dans sa vie. Imaginons que ma mère a fait un cancer de l'ovaire à 52 ans. Moi, j'ai 28 ans. Je suis pas prête à avoir une ovariectomie tout de suite. Ben, on a vraiment démontré que la chirurgie de réduction du risque, par le fait de retirer les trompes de Fallope, ben, c'est sûr que ça diminue de façon très significative le risque de développer un cancer des ovaires plus tard. OK? Donc, vraiment, celui qu'on appelle le cancer des ovaires, euh, le classique, ben, c'est sûr que lui, il prend naissance dans les trompes de Fallope. Les autres cancers, les endométrioïdes, les cellules claires, eux vont vraiment avoir plus tendance à avoir pris naissance directement sur l'ovaire. Encore une fois, grande variété de différences à travers ces maladies-là. OK? Alors, si on se mettait tout le monde autour d'une table, puis que tu sais, à tour de rôle, là, je dis à tout le monde de nommer un symptôme de la ménopause, il y en aurait sûrement plusieurs. Mais je vais vous parler des principaux symptômes de la ménopause et des impacts sur différents systèmes. Fait que le premier, c'est sans aucun doute les bouffées de chaleur. Les bouffées de chaleur, on peut en avoir très peu, mettons entre 0 à 5 par jour, ou ça peut être très sévère, allant jusqu'à 5 à 10 par heure. OK? Euh, les femmes qui sont ménopausées très précocement chirurgicalement, c'est souvent extrêmement pénible, les bouffées de chaleur. Puis ce qui me fait très mal quand je regarde euh, Internet, la télé, à chaque fois qu'on dépeint une femme qui a des bouffées de chaleur, c'est toujours une femme qui a toujours un peu les yeux exorbités, avec les cheveux là, dressés sur la tête, avec une sacoche, puis qui a l'air, tu sais, fait qu'on nous dépeint tout le temps en ménopause là, comme des madames avec une sacoche, là. Puis ça me fait vraiment mal. Puis alors que quand j'étais plus jeune médecin, j'avais j'avais mis ce genre de caricature, de cartoon là, dans mes présentations. Maintenant, je les ai vraiment toutes enlevées parce que je trouve que tu sais, c'est une condition de vie euh, tu sais, qui est une évolution normale, qui va être précipitée chez plusieurs, mais tu sais, faut vraiment, je pense, faut arrêter de se dépeindre comme ça. Puis moi, comme femme, pour les autres femmes, j'ai décidé que j'allais arrêter d'utiliser euh, ce genre de caricature-là un peu dégradante. Fait que je pense qu'il y a moyen de faire de l'humour avec la ménopause, comme il y a moyen de faire de l'humour avec beaucoup de choses. Mais je pense qu'il faut vraiment prendre soin faut vraiment prendre soin les unes des autres parce que sinon, il y a personne qui va faire attention à nous autres. Euh, Puis, tu sais, si jamais vous entendez quelqu'un qui vous dit une phrase dégradante, ben, tu sais, coudonc, t'as toutes tes chaleurs de ménopause, on peut facilement répondre, coudonc, toi, t'as-tu perdu tes érections? Fait que, tu sais, honnêtement, il y a moyen de répondre du tac au tac. Fait que ça, c'était ma petite capsule, respect des femmes, puis amour l'une envers l'autre. Donc, les bouffées de chaleur, c'est le symptôme, ce qu'on appelle les symptômes vasomoteurs. Donc, c'est les bouffées de chaleur. C'est ce qu'on voit le plus souvent. OK? L'irritabilité,
où les perturbations d'humeur sont effectivement fréquentes en ménopause, c'est-à-dire que les gens vont me dire, c'est drôle, je me reconnais plus. On dirait que je passe du rire aux larmes facilement. Je suis moins capable de rétorquer. J'ai l'impression que tout me blesse ou au contraire, on dirait que je suis pas capable d'enlever une bûche dans le foyer, puis je suis toujours en train d'être prête à mordre tout le monde. Il y a des femmes qui sont arrivées en me disant je me chicane sans arrêt au travail. Puis c'est sûr qu'en plus, là, je vous place dans une condition de ménopause naturelle. Mais quand en plus on rajoute à ça un diagnostic de cancer, ben c'est sûr que l'anxiété puis l'irritabilité, on a mille et une raisons de vivre ces émotions-là. OK? Le mauvais sommeil est aussi un autre symptôme de la ménopause, mais c'est pas juste en lien avec les bouffées de chaleur. C'est sûr que si on a 5 bouffées de chaleur à l'heure, ça veut dire qu'aux 12 minutes, on a une bouffée de chaleur, n'importe qui dormirait vraiment mal. Mais ce n'est pas que ça. Vraiment, c'est démontré que le cycle du sommeil après la ménopause est largement perturbé. Puis j'ai des femmes dans mon bureau qui vont me dire, j'ai pas tant chaud, mais je dors plus. Puis ça, c'est quelque chose qu'on entend vraiment souvent. L'autre élément aussi qu'on entend beaucoup, c'est la diminution drastique de la libido. Ça, c'est ce qu'il y a de dans les affaires les plus drastiques après la ménopause chirurgicale par rapport à la ménopause naturelle, c'est vraiment la diminution de la libido. Je vous ai rappelé que dans la ménopause naturelle, quand on a encore nos ovaires, il va se faire un switch, donc une redirection, puis les ovaires vont quand même continuer de sécréter un petit peu de testostérone, un peu d'hormone mâle, ce qui va, euh, ce qui va préserver un peu la santé sexuelle. Mais c'est sûr que dans la ménopause chirurgicale, surtout si on ajoute à ça des traitements contre le cancer, un diagnostic de cancer, il y a certaines femmes qui ont eu de la radiothérapie, plus rare en cancer de l'ovaire, mais c'est pas exclu. C'est sûr que la libido, c'est une grosse affaire. Puis la libido, ben, ça fait des victimes collatérales parce que ben, souvent, on peut avoir une libido avec soi-même, mais des fois, pour beaucoup, on est en couple avec un homme, avec une partenaire. Puis c'est sûr que là, il y a des gens qui vont vivre cette diminution de libido-là associée. La plupart des femmes qui sont dans mon bureau vont me dire que leur partenaire est compréhensif, puis qui va les attendre, puis que l'amour va se transformer vers autre chose. Je vous cacherai pas qu'il y a quand même certaines femmes qui m'ont décrit aussi que ça avait amené beaucoup de tension dans le couple, beaucoup d'insatisfaction. Euh, j'ai des gens qui se sont divorcés après séparés après des diagnostics de cancer pas entièrement à ça, mais en partie à cause de ça. Donc, c'est sûr que c'est pas banal, la diminution de la libido, puis il n'y a pas de, tu sais, j'ai pas de médicament magique pour ça, mais on va en reparler un petit peu plus loin. L'atrophie urogénitale, maintenant, c'est ce qu'on appelle la sécheresse génitale, mais c'est au-delà de la sécheresse. Ça vient avec aussi comme l'atrophie, c'est-à-dire que souvent les petites lèvres, le clitoris vont devenir un petit peu plus petits. Ça peut venir aussi avec une atrophie des petites cellules au niveau de l'urètre, ce qui peut augmenter la fréquence des infections urinaires et surtout augmenter les symptômes de vessie hyperactive. Donc, les petits pipis fréquents, on dirait que l'urètre est souvent irrité puis que ça donne envie de faire pipi souvent. Beaucoup plus de risque d'incontinence urinaire à l'effort. Quand je ris, je tousse, je force. Avant la ménopause, ben, je fais des kegels un peu, ça marche. Après la ménopause, on dirait que ça ne veut plus fonctionner puis que je m'échappe plus facilement. Donc, ça, c'est tout ce qui vient avec l'atrophie urogénitale. Donc, ça, c'est les grands symptômes de la ménopause. Et les effets sur les différents autres tissus, ben, on sait que la peau va perdre de son élasticité. Ça va faire en sorte que nos petits traits d'expérience sur notre visage, qu'on appelle aussi nos petites rides, vont devenir plus proéminentes. Notre peau va s'amincir, hein. Mes mamies de 85, 90 et plus, ils ont souvent de la petite peau de soie, de la petite peau bien, bien mince. Le cerveau va avoir un impact aussi avec la perte des hormones estrogènes, donc plus de risque d'atrophie un petit peu du cerveau éventuellement, un petit peu plus de risque de démence. Puis, je vous ai parlé tantôt des effets cardiovasculaires, c'est-à-dire que c'est vraiment démontré que la ménopause chirurgicale drastique
plus on est jeune, plus c'est dangereux pour notre santé cardiovasculaire. Alors qu'avant, on avait l'impression que les médecins faisaient sauter les ovaires pour aucune raison. C'est vraiment démontré aujourd'hui qu'il est essentiel, s'il n'y a pas d'indication d'enlever les ovaires, de préserver les ovaires, et ça, même si on a plus que 50 ans, parce que d'enlever les ovaires dans une condition qui est non oncologique, ça augmente les risques de mortalité, puis ça peut réduire notre durée de vie. OK? Euh, euh, il y a certaines femmes qui vont me dire, ah, vous allez m'enlever mes ovaires, enfin, tu sais, vous allez me régler ma ménopause. Erreur, ça va être probablement un peu pire, OK? Fait que ça, des fois, c'est une déconstruction que je dois faire. Donc, la question que les femmes vont me dire, c'est que est-ce que je dois prendre des hormones, OK? Et la question, de façon générale, est-ce que je dois prendre des hormones? Euh, si une femme est ménopausée avant 45 ans, et surtout si elle est ménopausée avant 40 ans, et qu'on n'est pas dans un contexte oncologique en lien avec des cancers qui peuvent répondre aux hormones, la réponse à ça, c'est sûr qu'être ménopausée avant 45, mais surtout avant 40 ans, c'est dangereux pour la vie. Donc oui, on va fortement recommander la prise des hormones, ça c'est sûr et certain. OK? Quand on est en lien avec un cancer, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que j'ai le droit? En ce sens où, puis est-ce que j'ai le droit? C'est toujours, c'est pas tant la bonne question. On a ultimement toujours le droit d'en prendre des hormones, mais dans le fond, est-ce que c'est sécuritaire de prendre des hormones après un diagnostic de cancer? Fait que dans le fond, qu'il faut toujours peser quand on parle d'hormonothérapie après un cancer, c'est est-ce que j'augmente les risques de récidive. Donc, imaginons que quelqu'un est traité à visée curatif ou quelqu'un qui a un cancer de l'ovaire qui peut être, mettons, récidivant, puis qui est latent. La question qu'on peut se poser et qu'on doit se poser, c'est si on donne des hormones, est-ce que je peux faire pire? Donc, est-ce que je peux accélérer le cancer? Est-ce que je peux faire récidiver un cancer qui était en rémission? Et surtout, est-ce que je peux avoir des effets secondaires graves? Puis dont on s'inquiète le plus, c'est le risque de thrombose puis le risque d'AVC. Donc, c'est sûr que ça va toujours faire partie des grandes considérations avant de dire aux gens, est-ce qu'on pense que c'est indiqué, que c'est pas indiqué, est-ce que c'est dangereux ou non dangereux? Fait que la question, c'est pas est-ce que j'ai le droit ou pas le droit, mais est-ce qu'on pense que c'est dangereux ou pas dangereux? C'est plus comme ça qu'il faut le voir, OK? Le premier élément bien important qu'il faut dire, c'est quand est-ce qu'on donne des hormones? On donne des hormones pour pallier à des symptômes de la ménopause. Puis les hormones, on va les prescrire surtout pour les symptômes vasomoteurs. Donc, quand les femmes ont vraiment beaucoup de chaleur. C'est un autre symptôme que les bouffées de chaleur, surtout chez quelqu'un qui a déjà eu un cancer, par exemple. Si le problème, c'est le sommeil, ben, on va travailler sur le sommeil. Si le problème, c'est l'anxiété, ben, on va travailler sur l'anxiété. Si c'est sur l'atrophie urogénitale, ben, il y a moyen de travailler localement sans être obligé de donner des hormones systémiques, donc les hormones qu'on va prendre par la bouche ou qu'on va déposer sur la peau. Attention, je le fais pas bien parce que maintenant, il faut le mettre sur les cuisses, hein, celles qui prenaient de l'estrogel. C'est vraiment démontré que la meilleure place pour l'utiliser, c'est vraiment sur le cuisse et non pas sur les bras, bien que moi, j'ai les bras en masse assez forts pour accueillir ça. Il ne faut plus faire ça. Évidemment, il ne faut jamais le mettre sur les seins parce que là, mauvaise idée. Euh, donc, il faut toujours voir c'est quoi le symptôme auquel on doit pallier avant de décider est-ce qu'on prescrit ou non des hormones. OK? Donc, si on parle des différents cancers là, en vrac et rapidement, encore une fois, je vous rappelle, là, je vous parle de généralité. En cancer du sein, il y a à peu près 100% des oncologues du sein qui vont se positionner en défaveur de donner une hormonothérapie systémique, donc c'est-à-dire par la bouche ou sur la peau, chez les femmes qui ont eu un cancer du sein, que les patientes aient été en rémission depuis très longtemps ou même dans le contexte de cancer du sein triple négatif, donc il n'y avait pas de récepteur aux hormones. La littérature, c'est-à-dire donc les études qui ont été faites ont vraiment démontré qu'il y avait un risque important
euh, important, on s'entend, là, il y a un risque significatif d'augmenter les risques de récidive chez les femmes qui ont déjà eu un cancer du sein. Donc, c'est pour ça que les oncologues médicaux qui traitent le cancer du sein sont vraiment très, très, très réticents à prescrire une hormonothérapie de remplacement chez les femmes qui ont déjà eu un cancer du sein. En ce qui concerne les autres cancers féminins qui répondent aux hormones, soit les cancers de l'endomètre et les cancers séreux de bas grade, on a une forte tendance à ne pas prescrire d'hormonothérapie de remplacement parce qu'on s'inquiète du risque de récidive de cancer. Dans les cancers séreux de bas grade, c'est vraiment unanime, là, ces cancers-là sont lourdement chargés de récepteurs estrogéniques et plusieurs de ces femmes-là vont même avoir comme traitement des thérapies anti-hormonales. Donc, c'est pour ça qu'on est vraiment en défaveur là, d'une thérapie hormonale. Euh, donc, pour la ménopause chez ces femmes-là certaines femmes avec des cancers de l'endomètre vont être moins à risque de récidive, donc les cancers de l'endomètre qu'on appelle de bas stade, donc de stade 1 puis de bas grade, donc avec des cellules qui n'étaient pas très agressives. Chez cette population-là, on va être moins inquiet d'une prescription d'hormonothérapie de remplacement. En ce qui concerne les cancers séreux de haut grade, euh, c'est probablement pas dangereux du point de vue oncologique de prescrire une hormonothérapie de remplacement. Ceci dit, il y a quand même un certain pourcentage des cellules qui peuvent avoir des récepteurs hormonaux. Euh, Puis la plupart des cancers séreux de haut grade de l'ovaire sont des cancers qui vont avoir été diagnostiqués à un stade avancé. Fait on est inquiet qu'en donnant des hormones, on puisse augmenter significativement le risque de thrombose parce que quand on a eu un cancer avancé, le sang a tendance à répondre de façon un peu agressive puis à devenir un peu pro-thrombotique. Donc, c'est sûr que dans ce contexte-là, on est vraiment plus frileux à l'idée de prescrire des hormones. Et souvent, comme c'est un cancer vicieux, qui est souvent pris de façon sournoise, euh, on est souvent dans des stratégies pour essayer de limiter tout potentiel geste qui pourrait un temps soit peu augmenter les risques de récidive. Mais encore une fois, je vous dis, théoriquement, en cancer séreux de haut grade et non pas de bas grade, chez les hauts grades, c'est probablement sécuritaire de discuter d'hormonothérapie de remplacement. Mais comme je vous dis encore là, la plupart des oncologues vont être quand même un petit peu frileux. En ce qui concerne le cancer du col, le cancer de la vulve ou les cancers trophoblastiques, ça, on n'est pas inquiet. Pour les cancers ovariens de type endométrioïde ou à cellules claires, surtout si on était sur un terrain d'endométriose, on est également généralement assez frileux sur les traitements hormonaux. OK? Euh, donc, en gros, en termes de traitement de la ménopause chirurgicale, s'il n'y a rien, il n'y a pas de symptômes majeurs à pallier, ou si la femme qui est devant moi me dit, écoutez, j'ai un peu d'irritabilité, mais je fais du yoga puis ça m'aide, ou j'ai un peu de bouffée de chaleur, mais je m'assure d'être dans un environnement frais, puis ça s'endure ma vie telle que telle. Plusieurs d'entre elles vont avoir vécu déjà tellement de chimio, tellement de médicaments que ils vont chercher à limiter les cachets supplémentaires à prendre par la bouche. Fait qu'il y en a qui arrivent à avoir quand même une très belle qualité de vie. À partir du moment où il y a des problématiques qui s'installent, ben là, ça va être de voir c'est quoi le problème. Donc, la première chose qu'il faut déterminer, c'est quels sont les traitements disponibles pour la ménopause, puis il y en a plusieurs, OK? Le premier élément dont on va discuter quand on parle de ménopause, on va parler d'habitude de vie. Attention, je ne vends pas du rêve. Les sociétés nord-américaines de ménopause ont démontré que probablement que si on encourage les gens à changer leurs habitudes de vie, ça n'a pas un impact si majeur sur les bouffées de chaleur en tant que telles, mais sur plusieurs éléments, je pense que ça peut avoir un impact assez significatif. Donc, la première chose, bon, parlons d'alimentation. La première chose que je vais dire, c'est thé, café, alcool, aliments épicés, chocolat. Euh,
celles qui sont mes patientes vont savoir qu'à chaque fois qu'ils viennent me voir au Centre intégré de cancérologie, là, il est visible, mais quand on est au cerceau, là, il n'est pas visible. Mais vous savez combien j'aime le café. J'envoie tout le monde au café Smith. J'ai pas de part là-dedans. J'ai pas de part d'ailleurs dans aucun des médicaments que je vais vous parler. Mais vous savez combien j'ai envie, j'aime le café. Fait que c'est sûr que de dire aux gens de limiter leur consommation de café, pour moi, ça fait mal, mais il reste que, en effet, je pense que certaines vont avoir remarqué que si elles prennent du café, ben ça précipite les bouffées de chaleur. Fait que c'est sûr que on peut peut-être essayer le déca ou y aller plus pour un café le matin ou plus se modérer. Donc, il faut savoir que le café, ça peut être un trigger. Même chose pour l'alcool. Ça, par exemple, ça, euh, j'ai ma meilleure amie qui a eu un cancer du sein très, très tôt dans sa vie, dans la trentaine, qui a vécu avec une ménopause induite par la chimiothérapie, donc une ménopause induite chimiquement. Et c'est sûr que tout de suite après, dès qu'elle prenait un verre de vin, surtout le rouge plus que le blanc, mais dès qu'elle prenait un verre de vin, n'importe quand dans la journée, là, ça précipitait beaucoup les bouffées de chaleur. Donc, c'est sûr que l'alcool en tant que tel peut être un élément précipitant des bouffées de chaleur. Même chose pour les aliments épicés. Puis aussi pour le chocolat, mais encore une fois, celles qui me connaissent savent à quel point j'aime le chocolat. Donc, je pense que le chocolat, c'est la vie. J'espère que ça donne pas trop de bouffées de chaleur parce que je vais être malheureuse. Euh, L'exercice physique, c'est vraiment essentiel. On n'est pas obligé de devenir des bêtes de gym, on n'est pas obligé de se mettre à faire du weightlifting, mais c'est important de rester active. Puis, idéalement, de trouver une activité physique qui nous donne chaud un peu. Attention, quand on est au cœur de notre diagnostic, qu'on est au cœur du traitement, on est en mode économie d'énergie. On essaye de rester active, mais c'est sûr qu'on est sa petite batterie. Puis on est là pour se faire du bien, puis il ne faut pas dépasser nos limites. Fait que s'il y en a parmi vous ce soir qui sont en traitement, oui, il faut rester active, mais il faut faire, tu sais, faut se limiter. Quand on est en dehors de la période de traitement actif, ben là, c'est sûr que je pense que c'est important de garder de l'activité physique qui donne chaud. Un petit peu de jogging, de la marche rapide, de la natation. Tu sais, faut se faire pomper ça un peu, évidemment, toujours en respectant nos limites cardiovasculaires, mais je pense que de se garder active, de faire un petit peu attention à ce qu'on met dans notre assiette. Euh, Celles qui ont fait de la chimiothérapie ont déjà pris du décadron, de la dexaméthasone. La chimio, ça a plus tendance à faire prendre du poids qu'à en faire perdre, hein. Toutes celles qui ont fait de la chimio m'ont dit, oh mon Dieu, moi je pensais que j'allais perdre du poids. Euh, Qu'est-ce qui est arrivé après? Les femmes peuvent facilement prendre 15 ou 20 livres en chimio. Donc, une fois que ça s'est passé, faire un petit peu attention à ce qu'on met dans notre assiette, c'est jamais une mauvaise chose. OK? Euh, En ce qui concerne l'hygiène de vie pour le sommeil, je pense qu'il y a quelque chose à faire aussi. Il existe beaucoup de thérapies sur le sommeil. Euh, un rythme idéalement régulier, se lever à la même heure, se coucher à la même heure. Il faut vraiment faire attention aux écrans. Le rétroéclairage, la lumière bleue est excessivement toxique pour le sommeil. Netflix, TikTok, Instagram, c'est archi stimulant. Toutes ces plateformes-là vont vous proposer une idée en arrière de l'autre, donc ça va stimuler le cerveau et la lumière bleue va aller directement stimuler le centre d'éveil. Donc, c'est vraiment démontré que ça donne une piètre qualité de sommeil que de s'endormir devant Netflix ou devant Instagram. Euh, Admettons qu'on dort vraiment mal une nuit, puis qu'on décide qu'on compense le lendemain matin, une fois, c'est correct. Mais sinon, même si je dors très mal, il faut que je me fouette un peu et que je me lève tôt. Et si je sieste dans la journée, je dois siester court parce que sinon, je vais probablement aggraver la situation, puis je vais détériorer mon rythme éveil-sommeil. Donc, on fait attention aussi. OK? Exercice physique, c'est pas de la magie, mais ça donne des endorphines. Yoga, Pilates, c'est mon top numéro un actuellement. Je suis au Pilates 2 fois par semaine. J'adore ça, ça me fait du bien. Je suis avec plein de monde cool. Je suis dans un environnement sécuritaire. Euh, Tous les corps sont beaux, tout le monde est fin, la musique est cool. Euh, Si je suis en forme, j'en fais plus.
Si je suis pas en forme, j'en fais moins. Des fois, ils disent inspire, j'expire à la place, mais vous comprenez que c'est pas si grave. Je suis vraiment grande, grande, grande fan de yoga pilates. J'adore ça. Euh, Qu'en est-il de thérapie plus naturelle, par exemple l'acupuncture? Euh, bon, l'acupuncture, ça a été démontré être équivalent à un placebo, c'est-à-dire que dans les études, ils n'ont pas démontré d'effet potentiellement clairement aidant de l'acupuncture en ménopause. Ceci dit, l'ami dont je vous ai parlé, qui a eu un diagnostic très tôt de ménopause suite à un cancer du sein, est allé en acupuncture et ça l'a beaucoup aidé. Je vous parle d'un exemple de quelqu'un que je connais, donc ça peut pas être une référence scientifique. Les femmes qui me disent j'aimerais ça l'essayer, je ne suis pas en défaveur. Encore une fois, je ne vends pas du rêve. Il faut choisir notre acupuncteur. À Québec, on a un acupuncteur qui est bien connu, qui s'appelle Thierry Côté, qui travaille beaucoup avec les femmes qui ont eu le cancer. Faut faire attention à nos séances d'acupuncture avec la chimio pour être sûr qu'on n'est pas dans le creux des globules, dans le creux des plaquettes. Il faut s'assurer qu'on ne voit pas une acupuncture qui va essayer de nous booker 30 visites en commençant. Si c'est pour fonctionner, ça peut fonctionner généralement après quelques visites, puis ça va commencer à s'améliorer progressivement. Si au bout de 4, 5, 6 visites, ça ne fonctionne pas, ça ne vaut pas la peine de continuer, ça ne fonctionnera juste pas. OK? Qu'en est-il des phytoestrogènes? OK? Là, ici, je parle de la graine de lin, le soya, le trèfle rouge, toutes ces choses-là. Même chose pour l'hormonothérapie qu'on dit dite bioidentique. Ben, dans phytoestrogène puis dans hormonothérapie bioidentique, ça dit hormone puis ça dit estrogène. OK? Euh, Toutes les hormones qu'elles soient phytoestrogènes ou qui sont dites bioidentiques, donc les femmes qui prennent de l'estrogel là, qu'on met pas sur le bras, sur la cuisse, ça reste une hormonothérapie. C'est créé en laboratoire, puis on dit que c'est bioidentique parce que ça passe directement dans le sang, donc ça ne sera pas transformé par le foie. Mais bioidentique égale pas pour autant sécuritaire, puis bioidentique c'est quand même créé par une compagnie pharmaceutique, puis on applique ça sur notre corps, là. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses transmises actuellement à l'endroit de l'hormonothérapie bioidentique, puis je veux pas dire que Véro dit démentir, c'est pas du tout ce que je dis. Je remercie Véronique Cloutier du fond de mon cœur parce que elle a mis en lumière la ménopause, elle a fait pression sur nos gouvernements, puis par son lobbying, par le fait d'en avoir parlé beaucoup à la télé, sur les médias, elle a fait en sorte qu'enfin, on a pu reparler librement de ménopause et d'hormonothérapie, euh, et que les femmes ont accès à des bien meilleurs traitements aujourd'hui. Mais l'hormonothérapie bioidentique, ça existait bien avant qu'on commence à en parler. Puis ultimement, des hormones, ça reste des hormones. Fait qu'elles soient bioidentiques ou pas, c'est pas plus ou moins sécuritaire. Euh, les médicaments non hormonaux, euh, dans la catégorie des antidépresseurs, quand je propose ces médicaments-là à mes patientes, il y en a 80% qui vont me regarder avec des yeux parce que le nom de la molécule leur fait peur. Puis ils disent, ben là, moi, je suis pas déprimée. Puis la dose qu'on donne d'Effexor en ménopause, c'est à peu près 10 à 15% de la dose qu'on donnerait pour quelqu'un qui est en dépression. OK? Donc, l'Effexor va avoir un effet de calmer un peu le centre de la température dans le cerveau, qui est situé à côté d'une zone qui est très, très sensible à la déplétion d'hormones. Puis ce petit centre-là au cerveau, quand il ressent plus les hormones estrogènes en circulation, il va décharger beaucoup, puis il va aller écœurer le centre de la température à côté, qui va générer des bouffées de chaleur. Puis l'effexor en soi va calmer les bouffées de chaleur. OK? Est-ce que ça fonctionne? J'ai ma collègue Rachel Bruno, qui est une experte en ménopause, qui va dire que de façon générale, ça fonctionne dans à peu près 40% des gens. Moi, ce que je dis à mes patientes, c'est que il y a 33% des femmes à qui je donne de l'Effexor qui vont me dire ça, puis de l'eau bénite, c'est la même affaire.
Il y a 33% des femmes qui vont me dire ça m'a aidé un peu. Puis il y a 33% des femmes qui vont me dire ça m'a vraiment aidé de façon significative. Donc, il y a quand même 66% de chances que ça aide un peu ou beaucoup. Si on commence à 37,5, on l'augmente jusqu'à 75. Puis si à 75, si au bout de 2 mois, ça n'a pas fonctionné, les chances sont c'est que ça ne fonctionnera probablement pas très bien. Mais c'est pas instantané, il faut être un peu persistant. Ce que j'aime des ISRS, notamment des Flexors, c'est que ça va diminuer l'anxiété. Puis il y a beaucoup de femmes à qui je le donne qui étaient réticentes à l'idée de l'essayer. Puis quand ils l'essayent, ben, ils trouvent qu'ils sont qui ont moins d'anxiété, moins d'irritabilité. Fait que ça, c'est un effet secondaire, mais les ISRS n'aideront pas sur la libido. Mon ami Dr Bruno a dit, ben, les ISRS, ce que ça fait, c'est que ça rend la sérotonine, donc l'hormone du bonheur, plus disponible dans notre cerveau. Fait que les ISRS, c'est comme de prendre un gros orgasme, de le passer dans le blender, puis d'en prendre un petit verre à tous les jours, OK? Fait que ça fait que le corps recherche plus le high de bonheur parce qu'il est comme disponible à tous les jours. Encore pire si on prend un ISRS pour une dose vraiment plus à viser de traitement de l'anxiété pour vrai, une dose qui va sortir, qui pourrait ressembler à 150 milligrammes 2 fois par jour, ben là, c'est sûr que ça va avoir, ça va avoir un impact ça va avoir un impact sur la libido. Il y a un nouveau médicament dont je veux vous parler, puis ça, c'est bien important parce que c'est là où est-ce que Cancer de l'ovaire Canada doit travailler très fort pour faire un lobby auprès de notre gouvernement. Ce nouveau médicament-là, il s'appelle, son nom commercial, c'est le Veoza, Veozah, et son nom scientifique, c'est le fézolinetant. OK? C'est une nouvelle molécule qui va être ce qu'on appelle un inhibiteur des neurokinines B. Donc, il va aller bloquer les neurokinines dans le cerveau. Puis la neurokinine, c'est vraiment l'hormone responsable de provoquer les bouffées de chaleur. OK? Ce médicament-là est un médicament qu'on prend 1 fois par jour, qui n'a d'impact que sur les bouffées de chaleur, mais qui va être extrêmement efficace. Ça mentionne là, facilement 70 à 80 d'efficacité sur le nombre de bouffées de chaleur, puis 40 d'efficacité sur l'intensité des bouffées de chaleur. Donc, 70% moins de bouffées de chaleur, puis dans celles qui restent, sont 40% moins intenses. Donc, ce médicament-là, actuellement, n'est pas couvert encore par le gouvernement. J'ai essayé de savoir ça coûtait combien. C'est pas facile, fait que j'ai eu recours à ChatGPT pour lui demander ça coûte combien. Ça coûte à peu près 400 pièces par mois actuellement. Si on fait la demande via le formulaire de support patient, on a 2 mois gratuits et il y a une réduction de 50% sur les mois qui suivent, mais pendant combien de mois, ça, c'est pas si clair sur le formulaire. Donc, ce médicament-là, il est un peu tricky à prendre parce qu'il faut surveiller la fonction hépatique. Fait que ça vient avec des prises de sang les premiers mois pour être sûr que le foie le tolère bien. Mais les quelques patientes de ma pratique qui ont commencé à l'utiliser ont vraiment trouvé une amélioration vraiment, vraiment, vraiment significative des bouffées de chaleur. Et c'est un médicament 100% non hormonal. Fait que je pense qu'on a affaire à une probable révolution en termes des traitements de la ménopause sans hormones sur les bouffées de chaleur. Donc, pour le reste, c'est pas un médicament qui va travailler ni sur le sommeil ni sur l'irritabilité. Mais pour ces autres affaires-là, vous comprenez on a d'autres médicaments puis on a d'autres options sur lesquelles on peut intervenir. Finalement, pour la santé urogénitale, ben c'est sûr qu'on peut donner des femmes qui ont beaucoup de sécheresse, ben c'est sûr qu'il existe toutes sortes de lubrifiants qu'on peut utiliser pour les rapports sexuels et les hydratants qu'on peut utiliser pour traiter la sécheresse au quotidien. Donc, les lubrifiants à base d'eau, donc on va les utiliser au moment des rapports sexuels, puis les hydratants, c'est ceux qui vont donner le confort euh, au long de la semaine. On va généralement utiliser l'hydratant 2 fois par semaine. Mais il existe aussi de l'hormonothérapie qu'on peut donner localement sur la vulve
et sur le vagin. Et cette hormonothérapie-là va délivrer beaucoup moins de doses au niveau systémique et va rester concentrée beaucoup plus locale sur la vulve. Donc, la majorité des patientes qui ont déjà eu des cancers gynécologiques vont être des candidates à l'hormonothérapie locale. Donc, c'est pour ça que c'est une belle opportunité si les symptômes sont surtout localement sur la vulve. Alors, je vois que le temps file, puis j'aimerais ça être capable de prendre quelques questions. Donc, ça faisait le tour de mon petit topo sur la présentation, sur la ménopause a cappella, sans PowerPoint, juste en discussion, en discutant entre femmes avec, j'espère que d'entre vous, certaines ont la chance d'avoir un café, sinon un bon verre d'eau fraîche, mais mon Dieu que j'aime pas ça, l'eau. Mais fait que voilà. Donc, je vais être prête à prendre les questions. Oui, ben, premièrement, merci beaucoup pour la présentation très informative. Vous l'avez faite, c'est ça, sans PowerPoint, donc ça a été vraiment génial. On pourrait vous écouter pendant des heures. Euh, je voulais juste mentionner, dans le chat, il y a beaucoup de personnes qui vous trouvent formidable parce il y a plusieurs patientes, en fait, là, qui sont dans le chat et il y a d'autres femmes qui souhaiteraient vous avoir comme gynéco-oncologue. Mais oui, on va passer à quelques questions. Donc, il y a quelqu'un qui souhaiterait juste avoir plus de précision, en fait, par rapport... attendez, je vais Au trouver. phytoestrogène, hein, c'est ça? J'ai vu passer ça tantôt, là. Oui, oui. C'est ça. Ouais. Bon, OK. Les phytoestrogènes. Qu'est-ce qu'on parle, qu'est-ce qu'on veut dire par phytoestrogène? C'est-à-dire, c'est ce qu'on va trouver à la pharmacie dans la section des produits naturels. Ménoconfort, ou du trèfle rouge, ou le lait de soya, ou la graine de lin. OK? Les phytoestrogènes, ce sont des estrogènes qu'on va retrouver dans les plantes en petites doses qui vont être vendus sans ordonnance. OK? C'est certain que si on prend des phytoestrogènes, ce sont des très, très petites doses. Fait que c'est sûr que ça peut diminuer les symptômes de ménopause. Mais disons que j'ai déjà eu un cancer du sein hormonodépendant et qu'on me recommande de limiter la consommation d'hormones estrogènes. On ne va pas recommander aux gens d'aller dans le comptoir des phytoestrogènes pour prendre ces médicaments-là en vente libre, puisque c'est sûr que si on en prend suffisamment, ben, on va réussir à faire monter le taux d'estrogène, puis ça peut être, il y a certaines femmes qui en prenaient en assez grande quantité que tu sais, les taux devenaient détectables à vraiment des assez hauts niveaux. Fait que c'est sûr que des petites quantités, c'est généralement pas beaucoup, mais tu sais, si vous êtes pour avoir assez de symptômes vasomoteurs pour penser prendre des phytoestrogènes, parlez à votre médecin avant. En ce qui concerne le lait de soya, bon, avant de dire qu'on fait une hormonothérapie à base de lait de soya, il faudrait vraiment boire des gallons de lait de soya, là. Fait que, tu sais, il faudrait vraiment avoir une ferme de soya pour dire que, bon, des oncologues vont dire prudence avec le lait de soya, mais admettons que moi j'aime mon latte avec du lait de soya ou que je suis allergique à la protéine bovine, tu sais, je pense que d'en prendre un verre, c'est pas ça qui. Si une femme me dit j'ai déjà eu le cancer du sein puis j'ai eu une récidive, est-ce que c'est parce que j'ai pris du lait de soya dans mon café ou j'ai pris de la protéine de soya à droite à gauche? Je pense que ça serait faux de dire ça. Euh, Fait que, tu sais, bon, les gens vont dire prudence avec le lait de soya pour celles qui avaient des cancers hormonodépendants, mais je pense qu'il faut pas virer fou non plus, là, en ce sens que si dans la vie j'aime le lait de soya, personnellement, je continuerai d'en boire là, sans trop m'inquiéter. Merci beaucoup pour la clarification. Je vais prendre deux autres questions. Donc, j'en ai une ici. Dans l'éventualité où ma fille est porteuse de la mutation génétique BRCA, à quel âge est-ce que la chirurgie est recommandée? Si c'est ce qu'elle souhaite, bien sûr. OK. Alors, ben c'est sûr que la chirurgie, avant, on appelait ça la chirurgie de prévention. On l'a renommée pour dire chirurgie de réduction du risque. Je pense que c'est vraiment une bien meilleure dénomination. Aujourd'hui, on va proposer une approche en deux temps pour pour la chirurgie de réduction du risque. Donc, quand les femmes vont avoir fini leur famille, on va proposer de faire la chirurgie du premier temps, c'est-à-dire d'aller enlever les trompes de Fallope. Donc, dans la trentaine, je pense que ça serait
l'âge le plus précieux. C'est sûr qu'on ne décide pas quand est-ce qu'on va trouver la bonne personne ou quand est-ce qu'on va avoir des enfants. Puis c'est sûr que j'ai rencontré des couples dont la femme avait été diagnostiquée d'un cancer, pas d'un cancer, mais d'une mutation BRCA. Fait que c'est sûr que quand on parle de chirurgie de réduction du risque, mais on veut essayer de la faire plus tôt, d'enlever les trompes. Fait que c'est sûr que j'ai réorganisé les plans de vie de certains couples. C'est sûr qu'il y a des gens qui étaient peut-être pas complètement rendus à avoir des enfants qui ont dit, ben, on va essayer de fonder notre famille plus tôt que prévu pour pouvoir aller après ça vers une chirurgie de réduction du risque. Fait que c'est sûr que dans la trentaine, je pense que c'est le bon moment, tu sais, milieu, fin trentaine, je pense que ça serait le bon moment de considérer la chirurgie de réduction du risque. Puis après ça, ben, pour l'ovariectomie, c'est sûr qu'on va y aller plus précocement à la mi-quarantaine pour l'ovariectomie chez les femmes qui sont porteuses de la mutation BRCA1, puis un petit peu plus tard chez les femmes qui sont porteuses de la mutation BRCA2. Euh, ce qui est- Ce qui va avoir un impact aussi assez important, c'est l'histoire de famille. Quand on fait l'histoire familiale, s'il y a eu zéro cancer de l'ovaire dans la famille, ben on est souvent, c'est pas garant, mais on va être souvent un petit peu plus tranquille. Mais quand il y a eu beaucoup de cancers ovariens, puis surtout des familles où il y a eu des cancers ovariens très jeunes, là, je vous cacherai pas on est plus nerveux un peu, puis on va être, je dirais jamais qu'on va encourager nos patientes à se faire opérer, mais disons on va discuter de chirurgie vraiment plus tôt que plus tard. Merci beaucoup pour la précision. OK, prochaine question. Si un an après l'opération, je n'ai presque pas eu de symptômes, est-ce que ça va rester comme ça ou est-ce que je risque d'avoir des symptômes plus tard? Non, honnêtement, le pire, c'est les 2 premières années. OK? Fait que s'il n'y a presque pas eu de symptômes au début, les chances que ça arrive plus tard est vraiment faible. Puis tant mieux si on fait partie de ceux qui ont peu de symptômes, donc ceux pour qui véritablement nos enfants ont fait leur nuit à 2 mois. C'est la bonne nouvelle. Là. Fait que, donc, tant mieux. Fait que, tu sais, si on n'a pas, tu sais, si on n'a pas eu de symptômes, si on n'a pas eu de symptômes, puis que ça fait un an, les chances sont bonnes. Super. Et la dernière question rapidement. Donc, est-ce que vous avez des ressources à recommander ou comme est-ce qu'il y a un spécialiste ou qui je dois consulter quand j'ai des symptômes liés à la ménopause? Bon, alors, j'aimerais ça dire votre médecin de famille, mais probablement 80% de mes patientes n'ont pas de médecin de famille, puis je suis probablement plus facile à voir que, que leur médecin de famille. Mais quand même, notre médecin praticien, c'est sûr que les médecins de famille, on leur en demande beaucoup. Hein. Il faut qu'ils soient bons en ménopause, en santé du sein, en santé des os, en santé digestive, en cardiovasculaire, en hypertension. Fait que c'est sûr que quand on va parler d'hormonothérapie chez quelqu'un qui a déjà eu un cancer gynécologique, les médecins de famille n'ont pas tous le même niveau d'aisance, puis il faut les comprendre parce que dans le fond, ils veulent être sûrs de ne pas nuire à leurs patientes. Fait que c'est sûr que celles qui ont eu des cancers gynécologiques, je pense que votre gynécologue, oncologue, ça va être la personne qui va être la plus, probablement, la mieux placée pour vous en parler. J'ai envie de dire, vous le savez comment ça fonctionne, hein? Des fois, on a plus de temps, des fois, on a moins de temps. Je pense qu'une des choses, si je peux vous donner un conseil, c'est qu'il faut caler la shot assez rapidement dans l'entretien que vous voulez parler aujourd'hui de ménopause. Il y a des fois des gens qui me disent, oh, on m'en a jamais parlé. C'est sûr que quand on est dans le tumulte de chimiothérapie non-adjuvante, chirurgie, encore chimio de ci, de ça, c'est sûr qu'il y a tellement d'éléments qui sont à discuter, BRCA, pas BRCA, l'appareil, il y a plein d'affaires qui viennent. Fait que c'est sûr que des fois, la ménopause à sensibilité sexuelle, ça passe un peu dans le tordeur. Hein. Fait que, tu sais, c'est pour ça que si vous êtes inquiet et vous voulez parler de ménopause, euh, appelez votre infirmière pivot. Votre infirmière pivot connaît plein de choses sur la ménopause. Fait que ça peut être vraiment une ressource incroyable. Puis si elle n'a pas la réponse, elle va venir voir votre médecin. Puis quand vous allez rentrer pour l'entretien de suivi, vous dites, hey, aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on parle de ménopause. Mais à ce moment-là, on va parce que ben, moi, souvent, tu sais, je vais parler des symptômes de cancer, tout ça, mais tu sais, on va parler d'autres affaires, puis des fois, on va parler de café Smith, puis ci, puis ça. Mais si je sais que, vous savez que le temps d'une visite qui est malheureusement pas infini, puis qu'on est souvent en course, puis je dis toujours souvent à mes patientes, amenez-vous un réchaud, un livre, une petite doudou, puis un lunch pour la journée quand vous venez me voir. J'ai le défaut de mes qualités quand vous êtes dans mon bureau.
je veux vous offrir le meilleur rendez-vous, mais ça fait que souvent les gens attendent. Fait que c'est comme il y a une durée malheureusement finie à un rendez-vous. Si vous le dites en commençant l'entrevue, ben à ce moment-là, on va réserver du temps de l'entrevue pour en parler. Ce qui est le plus difficile pour nous, c'est si la question vient au moment où est-ce qu'on, tu sais, votre médecin, des fois, va avoir un feeling, est-ce que l'entretien est clos ou pas, tu sais, est-ce qu'on a fait le tour. Puis si je pense que l'entretien est fini, puis là, la question sur la ménopause sort, là, c'est comme un, pour moi, c'est un petit drame personnel parce que je veux pas écorcher cet entretien-là. Mais c'est un entretien qui, tu sais, qui a plusieurs aspects, puis qui peut prendre plus de temps. Fait qu'il faut caler la shot assez tôt dans l'entretien. Fait que ça serait mes recommandations. Ben, merci beaucoup, docteur Sébastien Ali, pour cette séance vraiment informative. Je pense qu'on souhaiterait tous avoir un médecin comme vous. Ben, il y en a plein de bons docteurs. Moi, je ne suis qu'une parmi tous les bons docteurs oncologues. Euh, puis je vous remercie de m'avoir invité. Je dis un beau bonjour à toutes celles qui sont restées. Puis je pense que j'ai même dépassé mon temps. Fait que là, je m'excuse C'est pas d'avoir grave, on est entre dépassé mon temps de conférence. Puis à toutes les femmes qui sont là ce soir, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Puis je suis avec vous. Puis je suis ici pour apprendre mes nouvelles, espérer apprendre mes nouvelles affaires. Puis j'ai aussi un rôle d'enseignante quand je viens ici parce qu'on a des bons soins au Canada. J'ai été confrontée cette semaine avec beaucoup de pauvreté, puis avec avec des gens qui ont très peu de ressources. Fait que, on va continuer de faire avancer la science pour augmenter les chances de guérir nos femmes. Fait que voilà. Merci beaucoup. Encore une fois, j'apprécie. On sait que vous êtes loin. On sait qu'il est 3 heures du matin. Peut-être même il est rendu 4 heures. Je ne sais pas. Ben, 4h10. Fait que 4 mes heures 10. conférences commencent à 8h30. Fait que je vais aller Le dormir café va 3 être heures. bon. Puis J'espère qu'il va être il gros va et être bon. Il va être excellent en Afrique. C'est un Et- continent qui est producteur de café. Puis, puis je vous aime. Puis j'ai toujours dit, je dis toujours aux gens que j'ai hâte de vous voir, mais pas trop souvent, parce que si je vous vois moins souvent, ça veut dire que ça va bien. Fait que un beau bonjour à tout le monde. Bonne fin de soirée. Allez aimer les Bonne vôtres, allez nuit. passer du bon temps. Puis bonne nuit, puis Bonne lâchez nuit vos à vous. écrans. C'est La nuit va ça, être on courte, mais dormira pas j'espère que le mieux. café va être C'est pas bon. grave, c'est pas grave. Je Merci dormirai demain, encore c'est pour pas tout. grave. Hey, bye Merci bye tout le beaucoup. monde. Au revoir. Bye bye, bye bye.